Aux confins de la Louisiane, une île porte le prénom de mon père. Chaque jour, elle s'enfonce un peu plus sous les eaux. J'ai appris, en même temps que son existence, qu'elle s'apprêtait à disparaître. Par curiosité, je suis allée voir sur un logiciel de cartographie virtuelle à quoi elle ressemblait. À peine une terre, juste un ruban survivant parcouru des lacis immobiles d'une eau pâle. À peine une île, un réseau de rives poreuses, ligneuses, enchevêtrées. L'île de Jean-Charles, oubliée des Amériques, bout du bayou. Des poteaux croisent la ligne d'horizon doublée par des fils électriques. Du bleu, des pierres, quelques touffes d'herbe. Rien pour faire concurrence à la mer irisée des rejets des industries pétrolières. La bien nommée Island Road est un ruban de terre qui surnage entre le ciel et l'eau, dans un matin vaste et éclatant, immortalisé par la mauvaise photographie des camions de Google. De temps en temps, un panneau tente de rappeler que le temps existe, le temps et la distance, que quelque chose un jour viendra briser cette droite, ce bitume, cette lumière. Ce que le dernier panneau a un jour indiqué est effacé. Une surface blanche, muette, maculée de rouille ou de terre. Un pick-up égaré sur le bas-côté. On se demande où a bien pu disparaître son propriétaire, puisqu'il n'y a nulle barque échouée sur le rivage, nulle silhouette saisie sur le bord de la route. Ce véhicule, la trace d'un pur et simple évanouissement. Si j'avais dû imaginer un lieu pour mon père, donner un tour géographique à son visage, à sa présence la forme d'une île, j'aurais choisi un paysage d'un vert plus printanier, moins sourd, des falaises imprenables et des vallons aimables, des forêts semées d'essences simples et rustiques, d'arbres de peinture naïve. Une île fermée comme un poing, secrète comme les poèmes qu'il a toujours écrits sur de minuscules feuillets volés aux marges des papiers officiels. Ces poèmes griffonnés n'importe où, au risque de se faire prendre pour un espion par les autres passagers du bus. Ces poèmes polis comme des pierres, où aucun mot ne manque, où aucun n'est de trop, dont chaque phrase est limpide mais dont le cœur reste insaisissable. Ces poèmes où j'ai toujours été persuadée que dormait une énigme, dont la résolution m'apparaîtrait un jour si je persistais à les lire. Une île avec du relief, des vallées, des plages, une île d'enfance puisque la ciel semble ne jamais finir, avec ce que l'enfance a aussi d'escarpé, d'obscur, avec ses gouffres et ses grottes, ses ravins, ses zones d'ombre. Mon père m'a toujours dit qu'il n'avait presque pas de souvenirs d'enfance. On n'a pas de souvenir de ce qui dure en soi, de ce qu'aucune digue n'arrête. De ses premières années et même de sa jeunesse, ne lui restent que des images flottantes, comme s'il s'était construit sur du sable, sur un sol inondé et spongieux. Et je le vois, son corps compact, petit mais tellement dense, et le poids de sa main comme du plomb dans la mienne, planté droit dans un sol qui sans cesse se dérobe.
Depuis que je pense à l'île, je pense à lui, à sa présence tranquille, jamais interrogée, à son mystère trop proche pour soupçonner son étendue, à l'amnésie qui couvre sa vie d'une couche si solide qu'on la prend pour une peau. Un homme enfant qui ne sait rien de son enfance, à la fantaisie inébranlable et au sérieux inquiet. Un homme qui toute sa vie s'est efforcé de sauver ce qu'il pouvait sauver, alors que son propre passé lui reste inaccessible. Depuis toujours, il glane, il ramasse, il entasse. Avec ses trouvailles, il se construit des murs, des montagnes de bibelots et d'objets, pieds de nez à l'arasement, à la dissolution, à l'oubli. Partie émergée d'une île qui seule garde contact avec les profondeurs dans lesquelles il s'enfonce et dont je n'ai jamais rien su. Mon père, dont les voyages m'ont tellement fait rêver, m'avoue sa difficulté à se rendre jusqu'à son atelier, ce rez-de-chaussée ouvrant sur une verrière où il a peint pendant des années et où s'accumulent de multiples strates de livres et d'objets. Souvent, il pense à ces reliques qui y reposent, sans que personne ne soit plus là pour les voir. Ces choses qui s'accumulent, ces choses auxquelles il a tenu, auxquelles il tient encore, et qui désormais le menacent. Qu'est-ce que tout cela deviendra après ? Et derrière cette question qui l'obsède, je devine la crainte que cette montagne qu'il a mis sa vie à construire finisse par s'écrouler sur moi. Il m'apparaît soudain évident qu'il a passé sa vie à amasser des signes, en espérant qu'un jour quelqu'un cherche à les lire, et que ce jour est arrivé. Tout était là, entre ces quatre murs depuis des années, tout ce qu'il ne m'a jamais dit, tout ce que lui-même a oublié. Dans l'indifférence générale, il a peaufiné son édifice, composé ses messages codés. Tout a poussé dans l'ombre, à l'abri des regards. Je lui ai dit « j'irai à l'atelier » et j'ai vu son visage s'éclairer, y entrer, regarder ces objets, ça oui, davantage que les mots échangés qui l'intimident, qui lui font peur. Mais s'il faut des mots pour y faire la lumière, alors des mots, vraiment, c'est le moins qu'on puisse faire. Un tour de clé dans la serrure et un système électrique complexe se met en marche. Les halogènes récupérés s'allument tous en même temps, les lampes grésillent, le vieux poste radio démarre en simultané et je reste debout au centre de cet espace saturé de présence, allumé sur la nuit comme une lanterne magique. J'ai le tournis, je ne sais plus où regarder. Des livres, des bibelots, des tableaux, des monceaux d'objets improbables forment des murs, des renfoncements, des grottes, des pans grimpant jusqu'au plafond, agencés dans le secret d'un urbanisme patient et précis pour que rien ne tombe, pour que tout tienne. L'arrachement d'un seul de ces objets à la communauté des autres pourrait suffire à faire écrouler l'ensemble de l'édifice. Quand je l'interroge sur leur provenance, il me dit souvent ne pas la connaître ou l'avoir oubliée. Pour lui, pas de hiérarchie. Ici se mêlent les époques, les registres. Ce qu'il veut, c'est récupérer, même à l'aveugle, sauver. Ce ne sont pas forcément des objets que je garde parce qu'ils ont une histoire, dit-il, mais parce qu'ils m'ont frappé. Une fois à l'atelier, les objets n'ont plus de mémoire. Ils sont des échos dont la source s'est perdue. Comme l'urinoir volant près d'une gare parisienne dont rêva André Breton, ils n'existent plus que par leur forme, leur couleur, leur matière, leur assemblage qui révèle la poésie des choses pauvres, des associations insolites. Une simple existence, libérée de l'usage. Des autels, dit ma mère, des autels à un Dieu inconnu, auquel mon père ne croit pas, des autels où peut-être un portrait,
le plus fidèle qui soit, de ce glaneur des vies des autres. Lui qui m'a toujours dit n'avoir aucune mémoire s'en est constitué une, celle de tout le monde et de personne, la moins sélective possible. Une vie patiemment noyée dans les traces de ses semblables. Faire soi ce rapiècement, ces 1000 fragments qui restent. Faire peau cette carapace dans laquelle disparaître. Un masque immense me fait face. À travers ces orbites vides, je distingue un mur de livres truffé d'objets glissés dans le moindre creux, le plus petit espace. Statuette indienne, empreinte d'une main disparue, lettres géantes, coquillages, ocarina, bilboquet, vachette en terre cuite, télétubbies en plastique, bâton touareg, dessin d'une enfant prénommée Gabrielle, tiges en fer forgé qui sont des monnaies africaines, sculpture de rien, une plume posée sur un morceau de bois dont on a depuis longtemps oublié l'usage, bouteille de saké, morceau de dentelle, petit cœur en papier sur lequel quelqu'un a écrit « Jean-Charles ». La multitude m'émerveille et m'écrase. S'il en a perdu le souvenir, peut-être les objets portent-ils l'écho de ces vies invisibles. Je marche sur les traces de mon père comme un pisteur dans la neige. Des traces neuves encore vives que je voudrais interroger alors que ses pieds viennent à peine de laisser dans le blanc leur empreinte. À mesure qu'il vieillit, que quelque chose en lui se fait plus friable, mon attention s'aiguise, s'alarme, rassemble les pièces d'un puzzle que lui-même semble avoir perdu. Il est encore là, il n'a pas disparu, il est juste un peu plus loin, devant. Il se noie dans la brume, il martèle la neige, je me dépêche. Je cherche à créer une archive du présent. Les parents sont des mégalithes dans notre champ de vision. On passe sa jeunesse à tenter de voir le paysage qu'ils nous cachent, et puis, un jour, ils sont devenus de toutes petites pierres, des cailloux. Là seulement, on peut les prendre dans sa main, toucher leur texture et leurs failles. Regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, quand ils étaient immenses, quand tout était devant eux encore. Le paysage semble soudain bien vide. Ils ne le masquaient pas, ils l'habitaient. Maintenant, c'est eux que l'on voudrait saisir, retrouver. J'enquête sur quelqu'un qui est là, en face de moi, avec qui je bois le café, parle de tout et de rien. J'enquête sur les autres lui-même, les antérieurs, les embusqués. Il attrape l'anse de sa tasse, lisse des papiers sur la table, il me regarde. Il n'ignore pas que quand je partirai, j'aurai rendez-vous avec ces versions de lui-même sur lesquelles il n'a aucune prise. Ça l'inquiète un peu, mais il laisse faire. Il cherche même à m'aider. De temps en temps, il exhume un livre ou quelques mots griffonnés sur une feuille qu'il me tend à la dérober, et c'est comme si en lui, un messager se levait pour me donner des nouvelles d'un autre. Mon père aime les paysages. Je l'ai toujours entendu dire « regarde le paysage » et aussi « tu peux respirer ». Cette phrase comme un mantra, dès qu'on voyait du vert, des arbres, des nuages. Tu peux respirer. Il gonflait exagérément sa cage thoracique, prenait l'air, embrassait la campagne qu'il n'allait pas tarder à arpenter, à vélo ou à pied, levé à l'aube, gourmand de lumière, de sentiers. Les rares fois où il m'emmenait, il cavalait devant, ne s'arrêtant que pour sauver les vers de terre qui peinaient à traverser les départementales. Son appétit de lieu semblait peu nourri de nostalgie. Jamais il ne nous a montré ceux de son passé, jamais il ne me les a décrits. Mon père aime les paysages, mais je ne sais rien de ceux où il a grandi.
quelle maison a-t-il vécu? Dans quelle planque? Peu de lieux où accrocher les souvenirs, rien qu'une constante vague. Ces toutes petites communes qui semblent dormir, mais où œuvrent dans l'ombre les clandestins qui hantent les cours d'école plantés de marronniers, les ruelles désertes, les appartements de fonction, les murs de pierre. Né en 1938, mon père est tout petit au début de la guerre. La guerre est le commencement de sa vie. Je savais mes grands-parents résistant tous les deux, lui portant le nom de capitaine Maxime et dirigeant le réseau d'Eure-et-Loir. Je connaissais vaguement l'existence du camp de Voves, d'où son réseau avait fait évader des dizaines de prisonniers. De la jeunesse de ma grand-mère, j'ignorais presque tout. Je connaissais les grandes lignes, maintenant je veux le reste. Ce qu'on ne m'a jamais dit, ce qu'on ne m'a pas montré, puisque la collectionnite de mon père a soigneusement exclu les souvenirs de la guerre. Lui qui garde tout n'a rien gardé de l'enfance. Pas un jouet, pas un livre. Il a tout empilé sur ce vide dont on doit bien pouvoir dessiner la forme, délimiter l'emprise. Quand son père était dans le maquis, quand sa mère vivait cachée à Poivilliers, petit village posé sur la plaine de la Beauce, il était tenu au secret. Si on lui demandait où il habitait, il devait répondre à Musainville. Si on voulait savoir où étaient ses parents, à Musainville. Ce nom, ses parents l'avaient inventé pour se protéger. Il n'existait sur aucune carte. Il désignait un lieu imaginaire. Tout ce qu'on ne pouvait pas dire et tout ce qui manquait, le foyer stable, les repas en famille, l'enfance parfaite et interdite. Tout cela avait lieu quelque part, dans un monde parallèle qu'on nommait Musainville. Sa mère, institutrice, faisait des remplacements, de nombreux déplacements favorisant sans doute son rôle d'agent de liaison dans la résistance. Elle partait à vélo, il ne savait pas où elle allait. Et puis, soudain, elle réapparaissait. Parfois, son père revenait subrepticement la nuit. Au matin, il n'était plus là. Sa mère l'attendait à la table du petit déjeuner et il fallait faire comme s'il n'était jamais venu, comme s'il n'allait jamais réapparaître. Manger ses tartines s'il y en avait, mettre son cartable sur son dos, embrasser sa mère si elle était là, n'embrasser personne s'il n'y avait personne. Mon père, ce tout petit homme. Parler le moins possible, ne surtout pas se lier, changer sans cesse de village, d'amis et à la moindre question, Musainville. Lieu multiple où s'étirent les heures dans le flou et l'attente. Lieu de la grande solitude, des parents comme seul repère, mais un repère mouvant, fragile, qui change chaque jour de visage, comme mon grand-père variait les postiches, les perruques, les moustaches. Ces parents qu'il désigne par un seul mot doté d'une majuscule, parents. Entité mystérieuse et sécable dont parfois la moitié disparaît. Entité unie malgré tout, qui de ses doubles forces lui intime de se taire. Tout cela se nomme Musainville. Une vie hachée, clandestine au point de ne lui avoir laissé presque aucun souvenir, comme si la peur de se trahir s'était changée dans son esprit d'enfant en une interdiction de laisser s'imprimer en lui la moindre trace. Le devoir de rester toute sa vie au seuil de son enfance, comme d'un lieu où on a oublié quelque chose et qu'on ne peut quitter. Enfant, mon père habitait un lieu qui n'existe pas. Peut-être est-ce pour cela qu'il lui a été impossible de le quitter tout à fait. Peut-être était-ce là-bas que nous jouions, lui et moi, dans cette petite commune pourvue d'arbres et de pierres, où se dresse pour toujours une maison invisible. Dans son livre rouge, il écrit
les lointains souvenirs. Jeux à Évaux avec petits garçons et petites filles de mon âge près de la gare, dans un paysage de briques. À Limoges, le dragon institutrice et ses fessées à cul nu. Ma chute dans l'abrupt escalier. La vente dans le grand hangar après le départ des Allemands. Les longues siestes sous les ifs. Grand-mère, ma cruauté. La dernière année, ce rêve de puberté, mon sexe se détache, je le plante en terre, sous les rosiers. À Musainville, il reste jusqu'au débarquement. Il se rappelle la chute d'un avion, la rumeur selon laquelle les doigts du pilote auraient été coupés pour récupérer ses bagues et les copeaux brillants tombés du ciel sur la campagne. Sans doute s'agissait-il de l'une de ces opérations de brouillage utilisées par l'aviation militaire, larguer des bandelettes d'aluminium pour tromper les radars ennemis et bombarder sans être repérés. Mon père aurait été alors l'un de ces civils qui se réveillèrent un matin, après les nuits à guetter les rumeurs du ciel, entourés d'arbres qui semblaient décorés pour Noël, comme si la main qui sème la mort avait paré le paysage d'une magie noire, irréparable. À moins qu'il ait rêvé cette image, qu'elle soit venue d'un film ou d'une lecture, qu'elle se soit mystérieusement incrustée dans sa mémoire, achevant de faire de Musainville cette lumière de métal qui éblouit et cache le paysage, tressant serrés ensemble la terreur et l'enfance. De la Libération, il garde cette image. À vélo avec sa mère, il surplombe un interminable défilé de chars américains. Ils sont là, en haut de la colline, chacun sur sa bécane, attiré par la pente, et son vélo n'a pas de frein. Pour s'arrêter, il faudrait pédaler en arrière, ce qui n'est pas évident en descente. Et je nous revois en haut de la côte, m'a-t-il finalement raconté, au-dessus des chars qui ne cessent de défiler, et je prends de la vitesse, je ne peux plus m'arrêter, et maman me dit « saute ». Obéissant comme j'étais, j'ai sauté en m'écorchant pas mal. Ça m'a sauvé la vie. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Ça devait être en 45. Donc Toulouse, la zone sud, la terrasse où je faisais germer des haricots, les vergers à l'abandon où il y avait encore des grappes de raisin en automne, le passage en voiture, dans la neige, ça devait être après. Après Musainville. Après Poivilliers. La guerre est finie. La mémoire se noue sur elle-même. Musainville redevient Poivilliers. En lui, tout s'acharne à oublier. Quand j'imagine mon père enfant, je le vois sous un arbre. J'ai cette image précise, étrangement pourvue d'une odeur, un grand tilleul sur une place, dispensant une ombre fraîche et un parfum sucré de soir qui tombe, de nuit jeune. Quand je lui parle de cet arbre, il enchaîne volubile. Mais oui, le grand tilleul à Pierre, là où j'ai passé mon enfance quand même. On habitait dans l'école. C'est là que ma grand-mère est morte. Ses parents étaient journaliers, très pauvres. Son père était pêcheur sur la rivière. Dans la cour, il y avait ce tilleul où j'allais me réfugier dans une sorte de cabane. Quand on a quitté Pierre, ça a été un arrachement, j'en ai fait une jaunisse. J'étais bien là. Je suis gênée parce que dans mes souvenirs, je suis toujours très imprécis. Il me dit tout ça très vite. Il m'en dit plus qu'il ne m'en a jamais dit. Il me dit surtout, entre les lignes, que cette image du lieu où enfant il a été heureux est mystérieusement passée de lui à moi. Que l'arbre de pierre est si bien venu se loger derrière mes paupières que quand je pense à son enfance, c'est lui que je vois sans l'avoir connu, ce grand tilleul, nimbé de son odeur d'été et de tisane, prouvant que les souvenirs s'infiltrent sans mots pour les dire, qu'ils mutent et se transforment, perdent leurs racines à mesure que s'étend leur feuillage, et on s'endort dans leur ombre, sans plus savoir d'où ils viennent. La plupart des lieux traversés disparaissent, mais il y en a qui surnagent. Rien d'extraordinaire. Un album intérieur constitué d'images fixes qui font notre mémoire.
Je crois que ces jardins tranchés en deux par la lumière, ces escaliers, ces morceaux de mur face au lit où l'on dort et ce fatras d'objets tout au fond d'un tiroir, profondément nous constituent. Je crois que c'est à cela que tout le reste s'accroche, qu'il n'y a pas de souvenir de l'amour sans celui du drap où la joue repose, rien de l'enfance sans la fenêtre d'où on a regardé passer les voitures, aboyer un chien, et rien de ceux qui manquent sans le lieu qu'a marqué leur absence. Je crois que ce qu'on a vu ensemble nous noue les uns aux autres, nous tient et nous rassemble. Je crois que ce qu'on découvrait à la fenêtre de l'appartement de mes grands-parents, quand on ouvrait le volet roulant au début des vacances, je crois que le béton, les mauvaises herbes, les buissons noirs, le palmier dressé dans l'air bleu, nous ont mieux réunis que les mots prononcés. Je crois qu'au cœur du tronc vaillant de ce palmier, dans les montagnes et l'ombre épaisse des citronniers, dorment les soirées tièdes et le plein soleil. L'arrosage automatique qui trempait mes jambes nues et me faisait hurler. La famille réunie pour toujours clandestine et les cauchemars qui nous jetaient hors du lit, dans le noir. Les lieux sont des coquilles dont le cœur est caché. On pourrait juste entendre, si on prête bien l'oreille, comme un bruit de grelot. Quand les lieux sont dissous, quand ils manquent, les souvenirs tourbillonnent, se changent en mots de tête, en tristesse, en poèmes. Pour qui vient de Musainville, la moindre pierre est bonne à prendre pour dresser des abris plus solides que nous-mêmes, quelque chose qui dépasse, résiste à la montée des eaux. Je lui ai demandé de lire et d'annoter ce que je suis en train d'écrire. Ainsi, nous pourrons nous parler à distance. Ainsi, il prendra sa part dans mes tentatives de lui rafraîchir la mémoire. Ça l'affole un peu, m'écrit ma mère. Je lui ai demandé des noms, des dates, il a fouillé dans ses papiers, ça le remue, c'est difficile. Et moi qui lui fais relire les lettres, les carnets, qui lui parle d'îles englouties, d'amoureuses oubliées et de maisons d'enfance, qui réactive sa jeunesse, ses voyages, qui remue le couteau dans la plaie. Oubliant cette leçon qu'il avait déjà comprise à 17 ans, l'écriture nourrit sa propre mélancolie. Un soir, devant un documentaire, soudain, je tends l'oreille. La voix off explique que les calligraphes turcs ne jettent jamais les restes des kalams, ces petits roseaux avec lesquels ils écrivent. À chaque fois qu'ils les taillent pour que leur écriture soit bien nette, bien précise, ils en gardent les pelures dans des bocaux qui se remplissent avec les années. Plus les calligraphes turcs sont vieux et prolifiques, plus le bocal est plein. Ainsi, ils peuvent regarder, jour après jour, grossir les restes de leur écriture et de leur vie. Quand les calligraphes turcs viennent à mourir, on brûle les pelures de calame pour faire bouillir l'eau qui lavera leur corps. C'est littéralement la peau de l'écriture qui chauffe l'eau qui imprègne le mort. Ainsi, leurs souvenirs leur sont rendus sous forme liquide. Ainsi, on les baigne littéralement dans les fragments de leur mémoire. Je n'écoute plus. Je pense aux calligraphes turcs et à la réponse merveilleuse qu'offre ce rite à l'une de nos plus grandes peurs, que nos souvenirs soient laissés quelque part, loin de nous. Je rêve que j'écris et réécris sans cesse le même paragraphe. Je coupe, j'élague. À la fin, il ne reste sur la page qu'un texte désossé qui ne veut plus rien dire. Je rêve qu'une plante nous pousse dans la bouche et étend à l'intérieur ses rhizomes minuscules. Les deux rêves semblent étrangement liés.
Il ne me reste que quelques pages. Bientôt, il faudra que j'accepte de lâcher sa main tardive, sa main disparue de jeune homme. Il va me manquer. Alors je fais durer. Je reviens à ces voyages au début des années 60, avant et après la brèche de l'Algérie. Toujours, il part seul, arpente des villes et des déserts, toujours la chaleur, toujours la lumière. Relisant des pages de ses carnets au hasard, comme on pose le doigt sur une map monde, je laisse palpiter les couleurs, les paysages. Pleine mer, plein ciel, plein soleil. Enfin dépaysé, enfin étranger, le voilà tout-terrain, audacieux, inconscient, dormant n'importe où, marchant jusqu'à l'épuisement, noyé dans la chaleur, la poussière. Curieux de tout, mais cultivant un goût du dépouillement des ruines. Partout, on lui offre à boire, à manger, à dormir. Dans la campagne libanaise, il rencontre un grec francophile, éleveur de grenouilles, un berger pétomane. Il attend un car pendant des heures, on retrouve le chauffeur chez le coiffeur. Un mariage chez des montagnards maronites dégénère en bagarre générale. Puis c'est une marche dans la montagne. Et plus loin, la frontière de Damas. À Jérusalem, il tente d'assister au procès Eichmann, renonce devant l'affluence, décrit les villages arabes détruits, la mer Rouge extrêmement bleue, les musées, les coupoles, les cailloux volcaniques. Prend le thé chez des bédouins devenus sédentaires. On lui fait visiter des maisons, des jardins, un vieux père malade, des terrasses avec des vignes arborescentes et des pêches miraculeuses. Parmi les oliviers, sur toute la longueur du chemin, sèchent les peaux étalées des chèvres. Le voyage n'est pas un goût, même pas une passion, c'est un repos de soi. Pour se remplir d'images, de sons, de sensations, il faut s'évider, bazarder les souvenirs, faire de la place. Il se vide, je me remplis. J'ai l'impression de braquer sur sa vie ces longues vues où l'on glisse une pièce pour voir apparaître les côtes lointaines, luminescentes, les montagnes soudain nettes, se précisent les feuillages, les foules où il se perd. À peine le temps d'invoquer les paysages, de m'y glisser à sa suite, qu'il est déjà ailleurs, petit Tintin pressé. J'essaye de résumer ses aventures, mais je finis toujours par recopier ses mots, des passages entiers. J'absorbe ses hésitations, ses respirations, sa manière de heurter les phrases, de les briser par des tirets, de les truffer de parenthèses. Je tente de saisir, par ce geste laborieux de copiste, la mécanique de sa langue. Un buvard sur une tache d'encre. À Byblos, il se tient dans un champ de ruines qui court jusqu'à la mer. Les monuments, raconte-t-il, ont été déplacés pierre par pierre pour laisser les restes plus anciens affleurer. On les devine, sous l'herbe rare. La verticale du temps a été brisée. Byblos est une plaque tournante jetée dans la mer bleu roi. Pierre blanche, pierre ponce, terre brûlée. C'est un temps antique autant qu'un pur présent. Et lui, il se tient là, petite silhouette voyageuse, sans sommeil. Il écrit, morceaux de mosaïque, chaleur dure, tas de pastèques dans la poussière, toile trouée qui coupe le ciel. Les 1000 lumières de Beyrouth cassées par la frange de la mer. Trop de découvertes se superposent trop vite, trop d'énigmes.
fourmis au-dessus du vide. Rochers très friables où courent des lézards bleus. La pureté mathématique de la nuit fait surgir tous les mystères à la fois et je dors sur une large table plate tout au bord de l'eau, fraîcheur aimante sous ma tête. Dans ce calme grandiose, je me suis retrouvée. J'ai d'abord mis un « E » à retrouver. Je m'endors moi aussi la tête sur les mantes. En recopiant ces mots, j'attrape les images impossibles, les images qui me précèdent. Enfin témoin des voyages qu'il a cessé de faire à ma naissance, de cet ailleurs que j'ai interrompu. L'été s'achève. Nous occupons ces derniers jours. C'est août, c'est la chaleur. Le bitume flambe. On boit une bière à une table en plastique, à une table en fer. Des mouettes à tête noire tournoient sur le ciel mauve. Un soir, il dit à mon fils « Tu veux que je te raconte un souvenir d'enfance ?» Je crois que c'est la première fois qu'il prononce cette phrase. Personne ne dit rien, de peur de briser le charme. Alors, il le mène à une plante, pourvue de fleurs charnues, blanches et violacées. Des gueules de loup, dit-il, ouvrant une corolle du bout des doigts, découvrant l'intérieur de la fleur qui ressemble à une tête réduite, une figure miniature. Tu vois, dit-il, quand j'étais petit, je les ouvrais parce qu'à l'intérieur, il y avait un visage caché. Je m'installe dans son rythme, dans sa contemplation de tout, sans mots, sans préférence. Je ne sais plus si je dois écrire au présent ou au passé, si je suis encore dans le paysage ou déjà dans la mémoire. Peu à peu, je renonce à épingler ses mouvements, la densité de son corps, les détails à sauver. Je vois bien qu'à ce jeu-là, je perds. On n'attrape pas les pairs comme des papillons. Il n'y a que des instants, des éclaboussures. Je me dis que ça suffit, les lectures, les recherches. Essayer toujours d'en savoir davantage. Quand on écrit sur ses parents, peut-être qu'on ne souhaite pas tant que ça en savoir davantage, mais plutôt déplier notre maigre savoir, en explorer les plis, les cachettes, pour ne plus les porter en soi comme des boîtes noires, et peut-être pour mieux les oublier. En avoir le cœur net. Ce ne serait pas seulement savoir, mais s'alléger de ce qu'on sait. Laver son cœur et sa mémoire. C'est peut-être à cela finalement qu'il s'est voué, à l'oubli de l'histoire des objets comme de la sienne, à l'oubli des lieux d'où on vient, où on a vécu, au refus de croire que cela nous constitue. Jamais rien du passé, jamais d'histoire, toujours des choses à voir, toujours l'extérieur et l'avenir, rien d'autre, l'extérieur et l'avenir. Quand nous nous retrouvons seuls, je ne lui pose plus de questions. Il reste beaucoup d'arpents de sa vie que je n'ai pas explorés, mais ce n'est plus de ce côté-là que je me tourne. Il ne dit pas grand-chose, mais il sait dire « regarde ». C'est ce qu'il m'a dit toute ma vie. Comme s'il n'avait cessé de faire un pas de côté pour ne pas risquer de me cacher le paysage. En face, il y a une île, uniquement abordable à marée basse. Un monde en miniature, relié au continent par une route qui chaque jour disparaît sous les eaux. Une île réversible, intermittente comme la marée elle-même. Je regarde. La mer immobile, l'île qui se dilate,
Une tache d'encre étalée sur le ciel, un poing serré qui s'ouvre sur une poudre de coquillage. Si je devais imaginer un lieu pour mon père, donner un tour géographique à son visage, à sa présence, la forme d'une île, je crois que c'est précisément à celle-ci qu'elle pourrait ressembler. Parce qu'elle ne cesse de s'échapper, de revenir, parce que lui-même n'y a pas accès. Il a 84 ans, il écrit. Ne cherche pas le mot, l'arbre te fait. Le souvenir t'emporte, point d'appui. Tu serais ton propre dessin sur une écorce, ta propre épure, une mémoire de rechange à l'épreuve du jour. Encore l'ombre de la fleur, l'empreinte folle de l'insecte, entre les deux lémentations qui donnent l'apparence. Tout le silence à célébrer, toute l'absence, aussi froide que la paroi qui t'isole du monde. Mais à dire plus rien, à espérer, ne demeure que l'ombre et l'illusion d'avoir été, de tes mots, le premier. Merci. Merci. Merci.